On va se mettre tout de suite à la table des négociations et on va le faire par contre avec notre expert du jour. C'est vous, Éric Blondeau, bonjour. Bonjour Julia. Vous Bonjour, êtes Magali. spécialiste de la mécanique comportementale et des négociations complexes. Vous êtes aussi l'auteur du livre #Négo et c'est paru chez Plomb. Vous coachez de grands chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau. Vous avez même formé des négociateurs de troupes d'élite. Mais ce livre, il est adressé à tous puisque vous dites que nous passons nos journées à négocier et parfois même sans s'en rendre compte. Oui, en fait, on a commencé à se présenter tout à l'heure, on était déjà en négociation. Quand vous écoutez Clément, vous négociez avec lui, il vous regarde si vous riez à ses plaisanteries, il essaie de chercher un accord avec ses yeux, donc on ne fait que négocier toute la journée. On est des personnes seules, égocentrées, et donc le regard de l'autre nous permet, l'acquiescement que vous faites en ce moment avec vos yeux me permet de dire que vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Mais dans le mot fou, négocier, il y a ego, ouais, vous quand disiez d'ailleurs. Donc, Est-ce qu'il y a une dimension justement individuelle quand on négocie? Est-ce qu'on fait passer son propre intérêt avant celui des autres? dans 100% des cas, c'est-à-dire que comme notre cerveau est dans une boîte noire et totalement isolé, on n'est pas en contact avec la réalité, mais la perception qu'on a de la réalité, donc on essaye de trouver une solution à l'environnement, et donc l'ego, c'est la seule réponse que l'on ait, c'est nos peurs, et l'ego cherche une approbation, il cherche une reconnaissance, il cherche à exister, et donc quand on négocie, on ne parle que de soi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vrai pour tout le monde. Je sais pas, il y a des gens, ils font tout pour les autres. Enfin, vous voyez, je pense à des grands patrons d'ONG ou de, je sais pas, l'abbé Pierre, Mère Teresa. Vous voyez ce que je veux dire? Ils négociaient quoi, ces gens-là? Mais parlons justement de Mère Teresa, c'est un très bon exemple. Il existe de la pauvreté dans le monde entier et Mère Teresa, elle l'a fait pour elle. C'est-à-dire que dans son monde, dans sa représentation du monde, ce qu'elle va chercher à Mumbai, quand elle est allée dans les pires quartiers de Mumbai, c'est quelque chose qui la nourrit aussi. Donc en fait, même elle ne fait que ce qui est bon pour elle. Elle aurait pu le faire dans d'autres endroits. Alors heureusement, les enfants en bénéficient, les structures en bénéficient, mais on ne fait que des choses qui sont bonnes pour nous. Bon, on va s'y faire, on est comme ça. Est-ce qu'on peut dire que négocier, ça veut dire toujours donner envie à l'autre, le motiver d'une certaine façon? C'est un sujet très très large en fait. On ne peut pas motiver les gens, c'est une illusion. La motivation est un processus endogène qui vient d'une représentation mentale qui permet de trouver un intérêt à faire quelque chose. Donc on peut les forcer à faire quelque chose, on peut les dégoûter de faire quelque chose, mais on ne peut pas les motiver. En fait, on est 100% responsable de 50% de la relation. Et le rôle de la personne qui aimerait embarquer quelqu'un, et effectivement, c'est de mettre un espace motivant en face. Et la structure mentale de l'autre va y trouver un intérêt pour elle ou pas. Et par exemple, au bout du 5e petit déjeuner, on ne peut pas vous motiver à prendre peut-être le 6e ou le 7e. Alors, pour illustrer ça, justement, vous faites un petit exercice durant vos formations. Vous vous allongez par terre et on doit vous motiver à vous relever. Je crois que vous passez un très bon moment. J'aurais adoré être là aussi. Moi, je sais comment vous faire vous lever. Ah, s'il se couchait devant vous, ouais. vous arriveriez à le faire lever, vous? Si je crie au feu, vous vous levez, non? Mais tout ça, ça a déjà été essayé 1000 fois. Et vous vous levez pas? Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, tous les arguments qui sont utilisés par les personnes, et notamment au feu à l'instant, ne parlent que de vous. Il ne fait que vous lever, vous, si on crie au feu. Certaines personnes m'ont renversé une bouteille d'eau, une personne m'a marché dessus, une autre s'est allongée de moi, allongée à côté de moi, d'autres m'ont proposé des sommes d'argent conséquentes. Et en fait, ils ne donnent que les informations qui les feraient se lever eux. Ou inversement, c'est drôle, donc ça parle de nous en fait. Bien évidemment, ils vont parler d'araignées, ils vont parler de saleté sur le sol, qui les ferait se lever eux. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait vous lever? Un bidon d'essence. Oui, ça c'est bien sûr. On va chercher une compassion, on va chercher quelque chose. Mais si ça marche, c'est que à ce moment-là, vous en avez besoin. Mais dans la démonstration que je fais à ce moment-là, c'est très important, c'est que les gens prennent conscience qu'ils ne parlent que d'eux et ils utilisent des arguments qui les concernent uniquement. Donc en fait, cet exercice, c'est pas tellement pour que vous vous leviez, c'est pour qu'on comprenne qu'est-ce qui motive. C'est ça. C'est en fait des arguments, c'est les automatismes qui sont en place qui font que on est dans l'illusion de pouvoir motiver les gens. Je travaille avec des sportifs de haut niveau, je travaille avec dans d'autres sphères aussi, et on ne peut pas motiver les gens. L'idée, on peut vous pousser à courir, mais on peut pas vous pousser à courir vite en fait. Et la nuance de la vitesse, c'est quelque chose que vous trouvez, vous, dans un projet qui est personnel, qui va servir vos propres intérêts. Et en fait, l'approche est très contre-intuitive par rapport au système d'éducation traditionnel. Bien sûr. Merci Éric Blondeau, ne vous couchez pas, on reste ensemble dans ce studio. Comment devenir un as de la négociation dans tous nos échanges? Et ça ne signifie pas qu'il faut toujours dominer la discussion, vous allez voir. En fait, l'art du questionnement et de l'écoute sont la clé du succès. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien
bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Votre magazine Feel Good, bien fait pour vous, de retour dans un instant sur Europe 1. On vous éclaire sur l'art de la négociation aujourd'hui. Et ça vous sera utile aussi bien à la maison qu'au bureau. Restez avec nous, on va y revenir juste après un peu de musique. Tout de suite, on écoute MC Solar avec Tout se transforme sur Europe 1. Autant des premiers laptops et des autobots. Rendez-vous au burger ou au magasin Cop. Sur l'écran plat, c'est du hip-hop top. Yo, MTV Rap, Madonna et RuPaul. Le fleuron de l'époque était le starter. Primo, Guru, Michael Schumacher, avant-gardiste, autant d'Optimus. Je vendais des bootlegs de Biggie Opus. Certains m'appelaient le joueur de Tetris. Archéo-puriste, super futuriste. Moi qui croyais que tout était figé. Une Porsche vient de se transformer. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Je roule vers la tour avec Bumblebee. On m'a dit plus tard ce soir c'est de la folie. Y a des sports de tout style. Paix à Daniel, il te frappe en diagonale parce qu'il fait du padel. Zinedine Zidane, l'attaque en pyromane, a capturé l'étoile et redoré la flamme. Y avait dans la tête des fans de la Schiffer. Au kebab d'à côté, c'était pas qu'on burger. Je te parle du temps, du wesh la famille, du club Dorothée, de Rémi sans famille. Ben oui, maintenant y a la Wi-Fi. Face à la Joconde, on fait des selfies. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Et comme Michael, I remember the time, the Wimpy, oh kitsch, quick et free time. Je n'ai pas vu Vegas depuis la mort de Tupac. Si tu comptes en année, c'est 21 plus 4. Je voulais être Mirage, un peu puis beaucoup. Des coups de boule et de coups, il en a mis beaucoup. Encore un effort et je deviendrai plus fort que Jet Okocha dans l'équipe de Francfort. Il faut pas que j'élude que dans la banlieue sud, beaucoup lâcher les études pour aller vers le stud. It's over, n'appelez pas le sauveur. Pour la terre promise, on a le Range Rover. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. On nous informe que tout se transforme comme les Autobots et les Decepticons. Ah, ça fait du bien un peu de musique avec MC Solar à l'instant sur Europe 1. Allez, place à la seconde partie de Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et on vous propose aujourd'hui d'apprendre à mieux négocier avec votre patron, votre conjoint ou même avec vos amis. Pour en parler, nous sommes toujours avec un spécialiste du sujet. C'est vous, Éric Blondeau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre #Négo qui est paru chez Plomb. Alors Éric, l'une des premières choses à faire si on veut négocier comme un as, c'est d'instaurer la confiance, vous dites, et vous préférez même plutôt parler d'absence de peur. Expliquez-nous ça. La confiance, ça n'existe pas. La confiance, ça vient du latin confides, confidere, ça veut dire avoir la foi en quelque chose, c'est donc un sentiment. Et malheureusement, comme on a peur, on cherche la confiance. Et on cherche, en fait, ça devient un objectif d'attraper la confiance. Et donc je me suis posé les questions, qu'est-ce qui pouvait nuire à la confiance? Et en fait, la confiance, elle est en balance avec une émotion qui est la peur. Plus j'ai peur, moins j'ai confiance. Moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Donc en fait, la cause de la confiance, c'est la peur ou l'absence de peur. Donc il faut rassurer. L'idée, c'est d'éviter que la peur s'installe dans une relation, que ce soit en couple ou en fait dans le travail ou même dans d'autres relations d'affaires lors d'une cession, d'une fusion, d'une acquisition. Et en fait, pour comprendre les causes, les injections de la peur, j'ai trouvé 6 critères. Il y a l'authenticité, la loyauté, la compétence, la cohérence, l'ouverture au changement et la disponibilité. L'authenticité, ça veut dire que je refuse de mentir à l'autre. La loyauté, c'est qu'on va fixer des règles et on va les respecter. Je refuse de les transgresser. La compétence, c'est que pour le travail ou en fait le merge, l'acquisition que je fais, c'est qu'il y a vraiment une compétence technique qui est à l'appui et que je ne travaillerai pas. La cohérence, c'est l'impact du facteur temps. C'est dans Le Petit Prince, apprivoiser quelqu'un, c'est que je suis habitué à cette chose-là. Et l'ouverture au changement, c'est que nous sommes maintenant dans un monde très complexe et donc c'est la capacité à l'autre à s'adapter à des ruptures qu'il peut y avoir sur les marchés ou des ruptures dans les comportements.
Et le dernier critère, c'est la disponibilité. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand un des 6 critères manque, la peur monte. Par exemple, quelqu'un peut être loyal, compétent, ouvert au changement, disponible, cohérent, mais s'il n'est pas authentique, la peur monte, la confiance baisse. Quelqu'un peut être authentique, compétent, disponible, mais s'il n'est pas cohérent, la peur monte et la confiance baisse. Si quelqu'un peut être très authentique, très loyal, très compétent, mais s'il est rigide, la peur monte, la confiance baisse. Quelqu'un peut être... Vous voyez, ces 6 critères-là, en fait, sont des critères déterminants et ce sont des invariants dans les comportements qui font que je peux rajouter une peur chez l'autre et effectivement perdre sa confiance. Mais alors, je vous écoute, je suis en train de me dire que pour être un bon négociateur, il faut avoir beaucoup de qualités humaines quand même. Pourquoi pas? Bah oui, non mais voilà, c'est ce que je me dis. déjà, C'est-à-dire que la moindre faiblesse, tac, on passe du côté des mauvais négociateurs. C'est encore beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que si vous êtes conscient et lucide que vous allez négocier, vous jouez avec le cerveau de l'autre. Et, en fait, dans mon approche, c'est le cerveau de l'autre qui va prendre les décisions. Et s'il doit dire oui, quel intérêt ai-je à le manager par la peur? Quel intérêt ai-je à être incompétent? Quel intérêt ai-je à rompre les engagements qui sont les miens? Quel intérêt ai-je à être indisponible pour lui? Quel intérêt ai-je à le surprendre en permanence? Donc en fait, ces techniques-là, elles sont là pour préserver la relation. Et cette approche-là, elle est extrêmement bienveillante dans cette dynamique-là. Alors vous expliquez dans votre livre que pour être un fin négociateur, vous avez identifié 11 leviers qui peuvent influencer nos décisions. Et parmi eux, on n'a pas le temps de développer forcément les 11, mais il y a l'intention. Alors comment je fais moi pour savoir quelles sont les intentions réelles de la personne qui est en face de moi, avec qui je suis en train de négocier? Quelles sont les bonnes questions pour justement doser cette intention? Alors déjà, toutes les intentions sont bien réelles et elles sont toutes positives. Ça paraît paradoxal, mais quand je braque une banque, l'intention est positive pour moi. Donc elle est peut-être detrimental, elle est peut-être nuisible pour les autres, mais elle est positive pour moi. Donc déjà, tout ce que l'autre me dit est vrai pour lui. Donc première chose. Ensuite, son intention, il n'y a pas d'action sans intention. L'intention, c'est intendere, c'est la direction dans laquelle je vais. Sinon, c'est un mouvement ou un réflexe. Donc toute action est précédée par une intention. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre l'énergie qui est mise derrière. Donc, ça part de la velléité. J'ai l'intention d'apprendre le japonais, mais je fais rien. Je mets aucune énergie derrière. J'ai la volonté d'apprendre le japonais. Et donc, effectivement, je dégage des heures et je dégage de l'énergie. Ou ma vocation, c'est de vivre au Japon et de mourir au Japon, auquel cas je vais mettre toute l'énergie de mon corps. On trouve ça en vocation, justement, vous parliez de Mère Teresa, vous parliez des militaires, vous parliez de l'enseignement, de la parentalité, du rôle de maman. En fait, ça peut devenir une vocation. Donc, premièrement, j'ai besoin de comprendre l'intention. Donc, mais déjà de décrire ce que l'intention, c'est une direction qui va précéder une action. Donc je vais le questionner. Votre question est sur les questions, c'est que voulez-vous obtenir? Vers quelle direction allez-vous? Quel est votre projet? Qu'est-ce qui se passerait si ça n'aboutissait pas? J'ai besoin de comprendre ce qui structure sa pensée. Et il n'y a pas d'action sans intention, donc j'ai besoin d'essayer de décortiquer dans le futur ce qui motive en fait ces actions du moment. Alors le fait de connaître les différentes casquettes de l'autre, on comprend que ça nous sert à mieux négocier, mais est-ce qu'on peut prendre l'autre par les sentiments, par exemple? Je ne sais pas si c'est un père de famille, je crois que vous n'êtes pas contre le fait de pouvoir dire, est-ce que tu crois que ton père aurait été fier de toi? C'est un raccourci. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord comprendre que vous avez vous-même plusieurs personnages en vous. Il y a la maman, il y a la professionnelle, il y a l'ami, il y a plein de personnages. Et en fait, c'est cette dichotomie qui est intéressante de travailler parce que quand je vais négocier avec vous, je ne sais pas avec qui je négocie. Et en fait, derrière, il y a toute une population, une tribu qui est dans votre tête. Et l'idée, c'est de comprendre si une personne pourrait être en désaccord dans cette négociation. Je peux, par exemple, vous proposer un travail, mais votre enfant peut dire « mais non, c'est trop loin ». Et donc, la maman va résister à ce travail-là. Et donc, c'est intéressant quand vous dites d'aller travailler sur les sentiments. C'est pas l'approche qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'intention de chacun des personnages que vous avez en tête pour essayer d'éviter un désaccord. Parce que le travail peut être extrêmement motivant, mais la rupture que ça causerait avec l'écosystème qui est le vôtre dans votre famille va créer une objection à un moment donné. Et moi, en tant que employeur, je ne la comprendrai pas. Alors que si, dès le début, il y a cette clarté des personnages qui parlent aux personnages, là, on peut avoir un accord et on peut créer un contrat. Et c'est une approche qui n'est pas toujours utilisée, parce qu'en face, je prends la professionnelle avec son CV dans la main, et je la projette dans mon futur en disant, j'aimerais bien l'amener effectivement dans mon histoire. Mais si, dans la négociation, on nommait la part des personnages, en fait, on crée des ruptures potentielles ou des contradictions potentielles. Mais que je comprenne bien, ça veut dire que si j'ai un entretien d'embauche avec vous
et que vous me proposez un boulot qui est trop loin par rapport à mon rôle de maman, à qui doit l'énoncer? C'est vous, c'est moi, c'est vous qui avez dû anticiper ça avant, ou c'est moi qui vous dis je ne peux pas? Mère, je ne peux pas question. accepter. Très très bonne question. C'est-à-dire que en négociation, moi je pose la question en disant est-ce que quelqu'un dans votre environnement effectivement pourrait avoir une objection à ce que nous rapprochions cette entreprise de cette entreprise? On a le droit d'aller sur ce terrain privé, par exemple, dans la partie professionnelle. Mais de toute façon, il est là. Il est là. C'est une illusion On l'amène de avec croire nous, bien oui, sûr bien vous sûr. l'amenez avec vous. Et donc cette contrainte-là, cette compression que vous aurez, vous l'amenez dans le travail. Donc si on n'a pas cette humilité, puisqu'en fait c'est un problème d'ego, puisque vous tout d'un coup vous dites je suis parfaite, je suis Totalement disponible, mais c'est un gros mensonge. Donc déjà vous rompez la règle de la loyauté, c'est vrai. vous mentez, vous rompez la règle de la compétence parce que quelque part vous n'aurez pas le temps de tout faire. Donc c'est cette transparence et cette humilité qui est intéressante. Eh bien, merci beaucoup. On n'en a pas fini avec vous. On va poursuivre dans quelques minutes cette initiation à l'art de la négociation. Et on va voir par exemple que dans toute négo, il est bon de soigner son entrée, les premières phrases de l'échange. On va vous expliquer comment vous y prendre. Donc restez bien à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bien fait pour vous. Continue avec notre dossier du jour consacré à la façon de bien négocier dans votre quotidien, parce qu'on le fait tous, même sans le savoir. Et on en parle avec Éric Blondeau, spécialiste de la mécanique comportementale et des négociations complexes et auteur du livre #Négo, et c'est paru chez Plomb. Alors Éric, quand on va négocier, que ce soit dans le cadre pro ou perso, vous dites qu'il faut soigner son entrée, que les premières paroles sont primordiales, mais on va sur, je sais pas moi, sur quel terrain, des banalités, la météo, on demande des nouvelles des enfants avant de passer à la négo? Il y a une posture avant ça, c'est de comprendre que le sujet est plus important que l'objet. C'est-à-dire que vous discutez de toute façon, vous allez négocier avec une personne vivante et le sujet est plus important. Quand je suis rentré dans le studio, j'ai pris le temps de vous saluer parce que le sujet est plus important que l'objet. Et si on saute sur l'objet en disant, si j'étais rentré dans le studio en disant bon allez on commence, ça commence quand? Derrière j'aurais rompu un lien très important. Donc effectivement, le sujet est plus important. Ensuite, moi j'ai 3 questions que j'ai en tête tout le temps si on doit se croiser dans l'ascenseur. C'est qui est la personne? Donc comprendre ses mécaniques comportementales, on parlait des leviers tout à l'heure, ses perceptions, ses connaissances, ses besoins, ses croyances, ses valeurs, le réseau qui l'influence. Donc essayer de comprendre ce qui meut la personne en fait dans une dynamique. Et donc le sujet est important. Deuxième question, c'est quels sont ses enjeux? Puisque 100% de nos décisions sont prises avec une projection mentale dans le futur. Et qui fait que l'individu va se projeter. Donc j'ai besoin de comprendre ces enjeux. Et la troisième question que je vais toujours avoir, dans ma tête en tout cas, et la sémantique va suivre derrière, c'est comment on va pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire comment je vais pouvoir accompagner cette personne-là et l'augmenter dans sa relation. J'aimerais pas vous croiser dans un ascenseur. Ouais, parce Honnêtement, que- là, ça me fait peur. Il faut aller vite pour se poser trop toutes tard, ces c'est fait. questions. Vous avez déjà tout analysé, j'en suis sûre. Dans les cours que vous donnez pour apprendre à négocier de façon efficace, vous dites qu'il faut savoir, ça je l'imagine bien, a priori on essaie de faire ça avec Julia tous les jours, mais vous dites qu'il faut savoir écouter son interlocuteur et écouter sans juger. Pourquoi c'est si important et comment on fait ça? L'écoute est un peu négligée d'abord parce que comme le questionnement on l'enseigne pas à l'école, on l'oblige à l'école, on force les gens à écouter au lieu de dégager de l'intérêt. Et je crois que c'est Stephen Covey qui disait que les gens écoutent non pas pour comprendre mais pour répondre. Et en fait, ça vient de l'éducation, c'est qu'on écoutait les pères, on écoutait les enseignants avec un rapport à l'autorité important. Et donc, dès qu'on était questionné, on était programmé pour répondre. Et on n'a jamais appris à questionner, on a appris à répondre. Et donc, l'écoute est très importante, mais on démarre mal, en fait, sur l'écoute. Parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'autre. C'est-à-dire que je dois comprendre encore une fois comment il réfléchit et je suis un invité dans sa tête. Et ça, c'est le plus important. Parmi toutes les techniques d'écoute qui sont sur la planète, moi, je retiens une seule ligne, c'est que je suis un invité dans votre tête et je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous imposer des solutions, mais je vais vous aider à redessiner en fait cet espace-là de la négociation en utilisant votre mode de pensée, en utilisant vos techniques, en utilisant ce qui est important pour vous. Peut-être qu'on n'arrivera à rien, mais en tout cas, je ne suis pas rentré comme un non-invité et j'ai envie d'être invité plusieurs fois dans votre tête. Avec plaisir. Mais comme notre émission, en tout cas, il n'y a pas de problème. Mais comment faire justement, vous parliez de questions, comment on fait pour structurer nos questions? Est-ce qu'il faut les préparer à l'avance? Est-ce qu'on arrive avec des notes? Mais oui, parce que parfois, en sortant de toute négo, on se dit « Ah, j'aurais dû dire ça, mais pourquoi je vais pas demander vais lui ça demander, oui. La clé, elle est dans la préparation. Dans mes négociations, 80% du temps est donné à la préparation.
pas la moitié, 80%. C'est fou, hein? Ouais, beaucoup. Parce que vous arrivez avec des idées préconçues et vous forcez la négociation. Or, ce qui m'intéresse, c'est 80% de préparation pour pouvoir improviser. Comme on est dans un système complexe, c'est l'improvisation qui est importante, mais elle présuppose non pas comme un usurpateur, mais au contraire parce que je connais le sujet, je peux alors improviser et danser avec mon interlocuteur. Donc, l'écoute est très importante parce qu'elle va me donner des clés d'importance pour vous et vos priorités pour que je puisse en fait structurer avec vous une négociation qui soit utile pour vous et utile pour moi. Donc ça veut dire que pour bien improviser, il faut bien préparer avant? C'est ça, la préparation est très importante. Donc la structure des questions, le modèle que j'ai dessiné a 3 piliers. Le premier, c'est l'intention. C'est-à-dire que l'intention, on y revient tout à l'heure, un des proches disait la différence entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, c'est l'intention. Et effectivement, c'est que si je rentre avec une intention qui est orientée vers moi, derrière, je vais perdre l'autre. Par contre, mon intention, elle est orientée sur l'autre, pour l'augmenter, le comprendre, discerner. Deuxième clé, c'est le scope, c'est le territoire. C'est-à-dire que ma question pourrait être, dans ce studio, de dire combien de personnes de sexe féminin, combien de personnes qui viennent de Catalogne ou d'autres personnes. Comment vous avez su? J'ai juste tombé tout à l'heure sur un papier, là-dessus avec un drapeau catalan. Mais parce que Mélanie est de là-bas. Je sais bien, je l'ai vu. Donc je suis tombé dessus tout à l'heure. Et donc en fait, j'ai besoin de le scope, c'est que je peux préciser mes réponses en fonction de l'élargissement de ma question. Je peux parler du studio, je peux parler des personnes qui sont dedans, ou alors de leur provenance. Et j'aurai des réponses différentes. Et enfin, la dernière clé, qui est la plus importante, c'est que je peux, par le questionnement, vous demander des choses connues, des intuitions, des opinions que vous avez, mais je peux aussi vous faire élaborer une réponse. Et ça, c'est très, très important. Et le cerveau a été programmé pour répondre, parce que les 5 sens, soit dans la lecture, soit dans l'oreille, sont là pour s'adapter. Donc, ils vont prendre l'information, ils vont, dans votre grille de lecture, trouver une réponse. Donc on va beaucoup plus loin que les questions ouvertes ou fermées, puisque je peux vous faire élaborer une réponse ou demander votre opinion. Alors, on l'a dit depuis tout à l'heure, on négocie dans tous les prismes de notre vie, que ce soit au travail, mais aussi dans notre vie personnelle. Et justement, on a une question d'une auditrice d'Europe 1, c'est Lucie, sur notre répondeur, on l'écoute tout de suite. Bonjour l'équipe, alors j'écoute votre émission et c'est drôle parce que je vais accoucher dans 3 semaines et le prénom du petit on l'a toujours pas trouvé. Moi j'aimerais bien l'appeler Gabriel alors que pour le coup mon mari préférait l'appeler Marius. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de le convaincre ? Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Déjà, l'idée de convaincre, dans convaincre, il y a vaincre. Et ça ne pas trop, non ? Donc en fait, ça veut dire que je veux gagner. Ah oui. Et or, les négociations, pour Marius, pour moi, c'est beaucoup plus joli que Gabriel. Son enfant s'appelle Marius. Oui, si Marius, donc bien évidemment. Et moi j'aime bien Gabriel. Et vous avez une vraie reconnaissance sur Gabriel. Donc en fait, chacun parle de lui et chacun va essayer de protéger son territoire. Donc si je devais accompagner cette personne-là, je lui ferais toucher du doigt que son territoire est une chose, que le territoire de son mari est une chose, mais que le territoire du couple en est une autre. Et en fait, celui qui veut essayer de gagner là-dedans ignore la projection en fait d'un territoire commun qui s'appelle le couple et a déjà défini et impose quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura une contrepartie. Ça veut dire qu'il va s'appeler Jean-Jacques, le gars. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est le plus intéressant, ça aurait été de demander aux gamins comment ils veulent s'appeler. Et malheureusement, on ne veut pas le faire. Et donc, ce genre de négociation, elle arrive déjà contraint. Et il y a un rapport de force, ce n'est pas de la négociation, c'est de la confrontation. Oui, mais on a tous envie de gagner. Oui, mais ça veut dire non car. Ah oui, on a tous envie de gagner à un moment donné, c'est normal, et c'est pas grave, non, d'avoir envie de gagner. Vous essayez de gagner parce que vous avez peur. En fait, vous gagnerez beaucoup plus si vous essayez de co-construire. Eh ben voilà, Mélanie. Oui. Eh ben ça lui a fait beaucoup de bien cet entretien. Merci beaucoup, Éric Blondeau, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 depuis 11h. Et je rappelle que l'on peut retrouver votre méthode et vos conseils dans votre livre #Négo. Et c'est paru chez Plomb. Merci encore. À suivre, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Gavin Clémenté Ruiz va nous proposer de découvrir une ville d'Asie qui mérite le détour. C'est Singapour, décollage imminent.